Abdelkader, Lettres aux Français, chapitre 1, suite. Développement de la définition de l'esprit. Sachez que l'esprit est la source d'où jaillit toute science. C'est son fondement, le lieu d'où elle se lève à la manière du soleil. La science vient de l'esprit comme le fruit vient de l'arbre, comme la lumière vient du soleil, comme la vision vient de l'œil. Comment la supériorité de l'esprit pourrait-elle ne pas apparaître alors que les bêtes les plus impressionnantes quant au corps, les plus féroces quant à l'instinct, les plus fortes dans l'attaque violente, en apercevant la silhouette de l'homme, éprouvent à son égard un respect mêlé de crainte du seul fait qu'elles sentent qu'il leur est supérieur, possédant sur elle un ascendant à la mesure des qualités particulières qui lui ont été attribuées. Ne serait-ce que dans le domaine de la connaissance des ruses utiles à qui veut parvenir à ses fins. Le mot « esprit », en arabe « aqal », peut être entendu dans 4 acceptions différentes. La première définit ce qui distingue l'homme de toutes les bêtes, c'est-à-dire ce qui le dispose à s'intéresser aux sciences spéculatives. Le deuxième se rapporte aux connaissances qui apparaissent à un moment donné dans la conscience de l'enfant, lui permettant de discerner entre la possibilité de ce qui est effectivement possible et l'impossibilité de ce qui est impossible. Comme de savoir par exemple que 2 font plus qu'1, ou qu'une seule personne ne peut se trouver en 2 endroits différents au même moment. Il est évident que de telles connaissances ressortent du domaine de l'esprit. On ne peut leur refuser cette appartenance. La troisième acception désigne l'ensemble des connaissances qui tirent parti des expériences faites au cours des états successifs de la vie. Celui qui a expérimenté les choses, qui a été formé par la succession d'états contradictoires, on dit habituellement qu'il possède un certain développement de l'esprit. À l'inverse, celui qui ne se qualifie pas en mettant à profit de telles circonstances, on dira que son esprit est faible, que c'est un sot. Cette variété particulière de la connaissance relève donc aussi du domaine de l'esprit. Enfin, la 4e acception du mot intéresse le résultat final auquel la force de cette tendance innée peut permettre de prétendre, c'est-à-dire la connaissance par laquelle des conséquences de ses actions, mais aussi la maîtrise du désir qui implique à la fois condescendance vers tout ce que le plaisir peut apporter de nuisible et de domination absolue sur le désir. Si cette force existe, on considère que son possesseur a un esprit mûr, et cela d'autant plus qu'il avancera plus vite dans la voie de l'examen des conséquences. Ces 4 acceptions s'appliquent toutes à l'homme et lui sont propres. Mais en réalité, le mot « esprit » désigne d'abord une tendance innée. Lorsqu'il désigne un ensemble de connaissances, il est déjà employé au sens figuré, du fait que ces connaissances sont elles-mêmes le fruit de l'esprit. Tout se passe comme si la tendance innée comprenait dans sa nature même l'ensemble des connaissances qui n'arrivent à l'existence que dans la mesure où une cause les suscite, de sorte qu'elles ne sauraient être assimilées à quelque chose qui arriverait du dehors pour s'enraciner dans la tendance, mais qu'elles apparaissent plutôt comme si elles se trouvaient d'abord cachées dans celle-ci. Ainsi, l'eau dans la terre, elle apparaît quand on a creusé. Elle se rassemble, se laissant discerner par la sensation, et cela sans recevoir le concours d'aucun élément extérieur. Il en va de même pour la graisse d'amande dans l'amande ou pour l'eau de rose dans la rose. Tout homme a été créé pétri de la connaissance des choses telles qu'elles se présentent à lui. Je veux dire comme si elles étaient vraiment renfermées en lui, et ceci de par sa faculté innée de préparation à les comprendre. Ensuite, puisque la connaissance des choses est incluse naturellement dans les esprits, les gens se répartissent en 2 groupes. Ceux qui ont mis un obstacle à cette compréhension jusqu'à oublier définitivement cette faculté inscrite en eux, ce sont les sots. Et ceux qui ont fait agir leur volonté, puis se sont souvenus, on donne à ces derniers le nom de savants. Les membres de ce dernier groupe ressemblent à ces gens qui ont été témoins d'un événement, puis l'ont oublié par inattention, mais qui plus tard en retrouveront quand même le souvenir. Tout cela est très platonicien. L'acquisition des connaissances comporte chez l'homme 2 degrés. Au premier degré, l'esprit se contente de rassembler les connaissances apparemment indispensables, laissant de côté les connaissances spéculatives qui ne sont pas encore formées en lui, qui sont seulement sur le point de l'être.
À ce stade, l'attitude de l'homme vis-à-vis de la connaissance est comparable à celle d'un écrivain qui ne connaît de l'art d'écrire que l'encrier, la plume et les lettres isolées, mais non liées entre elles. Il se trouve proche de l'écriture, mais ne la possède pas encore. Le second degré consiste pour l'esprit de l'homme à posséder véritablement les connaissances acquises par l'expérience et par l'intellection, de sorte qu'elles sont emmagasinées chez lui qu'il peut s'y reporter quand il veut. Son état est comparable à celui d'un homme habile à écrire et qui, même s'il n'écrit pas, mérite d'être appelé écrivain en raison de son aptitude foncière en ce domaine. Dans cette catégorie, on peut distinguer d'innombrables degrés où les savants se situent plus ou moins loin les uns des autres, suivant qu'ils savent beaucoup ou peu de choses, et suivant que les choses qu'ils savent sont nobles ou viles. Sachez aussi que les esprits se différencient les uns des autres, suivant la nature que le Dieu Très-Haut a conférée au départ à chacun. L'esprit des prophètes n'est pas comparable à celui du reste des hommes. De même, l'esprit d'Abu Ali ibn Sina, Avicenne pour les latins, l'emporte sur beaucoup d'autres. On raconte ainsi que Ar-Razi demanda un jour à El-Hamidi « Pourquoi considère-t-on comme bon de mettre à mort des animaux et de les égorger au profit de l'homme ?» Mettre à mort ce qui est inférieur pour l'utilité de ce qui est supérieur, c'est l'essence même de l'équité, lui répondit Al-Hamidi. Donc, reprit Ar-Razi, il serait bon de t'égorger, toi, au profit d'Abu Ali ibn Sina. À noter que la distinction à opérer entre les savants dans les différentes branches de connaissances qui relèvent d'une façon générale du domaine de l'esprit ne peut avoir cours dans le cas de la science infuse des lois nécessaires où nul ne saurait se distinguer par ordre de mérite. Tout homme qui connaît ces lois les connaît d'une manière certaine sans aucun doute possible. Quant à la science qui tire parti de l'expérience, on ne peut nier que les gens y occupent des rangs différents. Ils s'y classent d'après le nombre d'opinions qu'ils ont réussi à faire coïncider avec la vérité par une visée juste, mais aussi d'après la rapidité de leur entendement, soit que cette qualité soit inscrite dans la faculté innée qui leur est propre, soit parce qu'ils se seront distingués dans la pratique constante de l'expérimentation.